et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Pour constituer cette update lecture que je promets de faire depuis fort longtemps désormais, j'ai pioché dans mes lectures de 2024 et dans celles de 2025. Comme ça fait quand même pas mal de temps pour certaines de ces lectures, vous ne m'en voudrez pas si je m'aide de mon assistant, puisque y en a certaines que j'ai aimées, d'autres beaucoup moins, et généralement j'ai tendance à un petit peu oublier les lectures qui sont ou en demi-teinte ou que j'ai pas du tout aimé. Donc dans le doute et pour ne rien oublier, je vous présente mon bras droit, mon Bujo lecture. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais j'ai postité le carnet, ne serait-ce que pour retrouver où étaient les lectures dont je vais vous parler là dans cette vidéo, mais aussi parce que j'ai envie de me simplifier la tourte et de présenter les choses de manière chronologique. Bien sûr, les livres dont je vais vous parler sont listés, donc n'hésitez pas à faire un tour sous la vidéo, vous retrouverez les titres. Sur ce, je pense qu'on peut commencer. Je vous présente donc le tout premier livre, Instant, The Art of Julie Mélan, aux éditions Correct. Julie Mélan n'a pas son pareil pour donner vie à des animaux tendres et malicieux, rêveurs ou pleins de fougue. Chacune de ses illustrations est empreinte de la magie de l'enfance dont elle réussit à merveille à capturer l'essence. On est ici sur un documentaire non-fiction, un artbook plus précisément. Et donc le but de ce livre, c'est de vous présenter diverses illustrations réalisées par Julie Mélan, qui est une artiste que je ne connaissais pas avant d'avoir ce livre entre les mains, puisqu'il m'a été envoyé par la maison d'édition via une masse critique Babelio. Et c'était même le premier livre masse critique Babelio que je recevais de mon année 2024. Mais depuis, je me suis abonnée au compte Insta de l'illustratrice parce qu'elle fait des choses absolument magnifiques. Je kiffe absolument le style de l'artiste dans sa façon de traiter les animaux, de leur donner des expressions, de créer ces petites scénettes absolument trop mignonnettes. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle emploie, j'adore sa technique. On est sur du traditionnel, donc on est sur de l'encre, de l'aquarelle, de la gouache, et c'est hyper expressif, hyper passionnant. Le livre se présente de la sorte, vous avez les 4 saisons qui se succèdent, et pour chacune de ces saisons, des illustrations qui se rapportent évidemment en matière ou de couleur ou de décor ou même d'activité à la saison en question, et vous pouvez constater à quel point c'est absolument magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé le travail sur la composition, le travail, je vous ai dit, sur le rendu des animaux qui est absolument trop mignon, trop attachant, expressif. Il y a quelque chose de malicieux, de tendre, de mignon tout plein, c'est adorable, c'est super bien fait côté nature aussi, et vraiment je regrette absolument pas cette découverte parce que c'est tout bonnement splendide. Donc si jamais vous êtes intéressé par les artbooks en général, ou si quelqu'un dans votre entourage est passionné par le sujet, je pense que ce livre va complètement lui plaire. Par la suite, on va parler des carnets de l'apothicaire, notamment des tomes 7, 8 et 9, puisque ce sont les 3 tomes que j'ai lus durant mon année 2024. Donc les carnets de l'apothicaire, on a au storyboard Itsuki Nanao, au dessin Neko Kurage, et c'est édité chez Kiun. Pour la petite histoire, on est sur Mao qui a grandi dans le quartier des plaisirs, qui a été formé par un père adoptif qui est apothicaire, et un jour, alors qu'elle se promène, qu'elle ramène des ingrédients, bref, qu'elle fait son travail d'apothicaire, elle est kidnappée, enlevée par des gens qui vont l'emmener directement pour la vendre à la cour impériale. Et de là, Mao voulait absolument se faire toute petite, essayer de comprendre un petit peu dans quel genre de monde elle évoluait, mais elle va se retrouver plus ou moins repérée à cause de ses capacités
puisqu'elle est elle-même très férue de poison, de contrepoison, de potions en tout genre, et donc de fil en aiguille, voyant que la cour impériale est truffée de complots, de pièges, d'intrigues et également de meurtres, et elle va se retrouver à enquêter sur certains points, et de fil en aiguille va à devoir collaborer avec un certain Jinji. Ça, c'est le résumé grosso modo que je vous sors quasiment à toutes les sauces ou à chaque fois que je vous parle des carnets de l'apothicaire. Je ne ferai pas de résumé détaillé des tomes 7, 8 et 9 parce que concrètement on est déjà bien avancé dans la série et que ça risquerait d'être spoilant. Je vais juste m'attarder sur le fait que chaque tome me ravit. Certes, j'ai parfois du mal à saisir le fil rouge qui nous anime depuis le premier tome, mais il n'y a pas à dire, chaque tome est hyper intéressant parce que chaque tome, on va dire chaque groupe de tomes aborde pas une thématique mais un meurtre ou un complot, quelque chose qui, de fil en aiguille, je sens que chaque enquête sur laquelle Mao Mao va se pencher est reliée d'une façon ou d'une autre, est reliée non seulement par rapport à elle, à son histoire personnelle, mais aussi reliée à celui qui l'emploie, à savoir ce haut fonctionnaire Jinchi. Donc je sens que le fil rouge est en train de se former de manière un peu floue encore, mais j'aime énormément la façon dont les histoires se construisent, se composent, se complexifient aussi, à quel point des petites choses qu'on a vues dans les tomes précédents peuvent prendre de l'ampleur, il me semble, notamment par la suite. Et je trouve que les tomes 7, 8 et 9 étaient hyper intéressants d'un point de vue appréciation des personnages dans leur passé, dans leur histoire personnelle et dans leur relation aussi, puisque Jinchi et Mao Mao est un tandem assez intéressant et fascinant à voir évoluer. On a un personnage de Jinchi qui est absolument fascinant et on a le personnage de Mao Mao qui est absolument génial. Moi, c'est vraiment un perso qui me plaît énormément parce qu'elle a cette sensibilité, cette intuition, ce côté un peu farfelu, hors des sentiers battus. Elle a une grande intelligence et une bonne perspicacité. Elle a une bonne répartie aussi. Elle ne se laisse absolument pas faire. Elle est plutôt débrouillarde et j'aime énormément son évolution. J'aime énormément sa manière d'être parce que je trouve qu'elle a une façon de se lier d'amitié ou de réfléchir, de s'assumer aussi, qui est ma foi assez rafraîchissante. Donc j'aime énormément ce perso et je suis heureuse d'avoir pu continuer la série. Mine de rien, petit à petit, je rattrape un petit peu mon retard parce que je crois qu'on est au 13e ou 14e tome de sortie, mais c'est toujours un régal de se plonger dedans parce que ça prend son temps, ça construit des relations, ça construit des personnages, ça complexifie un petit peu le lore de la cour impériale. En somme, chaque tome est toujours meilleur que le précédent à mes yeux. On a des tomes qui sont truffés d'action, de péripéties et de révélations. On a des tomes qui sont beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus, peut-être pour celles et ceux qui regardent des animés, un petit peu plus filaire, dans le sens où c'est peut-être secondaire par rapport aux intrigues nouées dans le tome précédent, ou par rapport à la tension assez prenante de certains tomes, mais moi je trouve qu'au final c'est assez équilibré. Je suis toujours contente de retrouver cet univers et ces personnages, et je suis toujours partante pour continuer, et j'espère pouvoir continuer cette série en 2025. Je poursuis cette update lecture avec un album jeunesse que j'avais emprunté à la médiathèque, donc par conséquent je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai quand même la couverture par ici. L'album s'intitule Où l'océan rencontre le ciel de Terry et Eric Fan, qui est paru aux éditions Little Urban. Félix veut honorer la mémoire de son grand-père en construisant son propre bateau
histoire de rejoindre un lieu légendaire dont son grand-père a énormément parlé de son vivant. Et manifestement ce lieu est assez exceptionnel puisque c'est l'endroit exact où l'océan rencontre le ciel. C'est un album jeunesse que j'ai trouvé tendre, délicat, très touchant et émouvant. J'avais beaucoup aimé cette histoire autour du deuil, qui n'est pas un sujet facile à aborder en littérature jeunesse, mais qui là avait quelque chose de tendre, de bien tourné, notamment en travaillant cette notion d'histoire, de passation de mémoire à travers un lieu un peu fantasmé, un peu féerique, qui est cet endroit où la mer rencontre le ciel. Et Félix construit son bateau et on va le voir naviguer jusqu'à enfin croiser ce lieu qui est atypique. Je trouve que les auteurs-illustrateurs ont fait un travail très chouette en matière de couleurs, puisque la palette de couleurs est assez restreinte. On a des bleus, on a des ocres. C'est très captivant, c'est fascinant, c'est vraiment un voyage qui vaut le détour parce que ça fait la part belle à l'imagination, à l'aventure. C'est une ode à l'enfance, je trouve aussi, à ce côté imagination foisonnante. Et les pages de ce voyage féerique, de cet endroit où la mer et le ciel se retrouvent, sont absolument magnifiques. J'avoue que j'ai surkiffé les détails, la parade de tous ces moyens de locomotion, que ce soit maritime ou dans le ciel. Donc c'était vraiment très beau, très poétique, économe en termes de texte, mais on en prend plein les yeux avec les illustrations. C'est vraiment le genre d'album que moi j'adore parce qu'on a ce qu'on appelle le réalisme magique, on a quelque chose, une situation contemporaine, réelle, concrète, et ça part vers quelque chose de beaucoup plus imaginaire. Donc moi ça me plaît complètement, surtout qu'en plus de ça, le personnage principal est assez attachant et sa relation avec son grand-père est très touchante. Donc si vous avez l'occasion de découvrir la maison d'édition Little Urban, qui fait d'excellents albums jeunesse, je trouve, et plus encore cet album-ci, vraiment allez-y à fond, je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. On va poursuivre cette update lecture avec probablement une de mes lectures préférées de l'année 2024 et mon gros coup de cœur du premier semestre 2024. Il s'agit du premier tome des Whisper Weeks, Le labyrinthe sans fin, qui est écrit par Jordan Lise aux éditions Ozu. Tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Je trouve qu'on est ici sur un livre de littérature jeunesse ado absolument incroyable. Et je pense une série qui, à mes yeux, sera inoubliable tellement j'ai adoré la construction de l'univers que l'auteur met en place petit à petit, chapitre après chapitre. J'ai trouvé qu'une fois qu'on entre à Dédaleum, le voyage que Benjamin va faire jusqu'aux dernières lignes de ce premier opus, c'est un voyage absolument fascinant dans un monde qui regorge de petits détails, de petites choses à se mettre sous la dent et qui font travailler tout azimut l'imagination. C'est une très bonne histoire de littérature jeunesse puisqu'on a quelque chose d'assez audacieux, original, puisque là, Benjamin est quelqu'un d'assez cartésien. La magie, ça n'existe pas, les choses magiques, c'est pas pour lui, il n'aime pas du tout l'imaginaire, et pourtant, c'est lui qui va trouver le chemin vers Dédaleum et s'y perdre et devoir collaborer avec une personnalité plutôt explosive, très déterminée à retrouver son frère. Elisabella, c'est vraiment un personnage fascinant dans sa manière d'être parce que
elle est à fond, elle est déterminée, elle est en colère aussi. Donc c'est un mélange assez curieux qui donne un personnage qui est captivant à suivre de bout en bout parce que l'évolution est très intéressante et bien menée par l'auteur. Même l'évolution de Benjamin est vraiment bien faite par l'auteur. Donc j'ai trouvé que le duo fonctionnait parfaitement bien. L'univers était fouillé, maîtrisé, soigné, élaboré. On a une plume qui était travaillée, soignée, parce qu'elle donne vraiment énormément de place aux descriptions qui permettent de s'imaginer tout l'univers, n'en donne pas trop, histoire qu'on puisse en tant que lecteur, lectrice, s'approprier ce monde. Il y a énormément de parts de mystère et de flou que peut-être dans la suite on trouvera des réponses ou peut-être pas, mais en tout cas c'est un univers qui est particulier parce que il y a énormément de choses autour de la notion du labyrinthe, du minotaure, des cartes, des poupées. On a quelque chose des petites espèces de lanternes avec des échos, des souvenirs, bref. C'est fouillé, minutieux, précis, c'est plaisant à découvrir. J'avoue que une fois dedans, j'ai pris très peu de temps à lire cette histoire parce qu'elle est, elle est toujours rythmée. Il y a de l'action, il y a de la contemplation, il y a de l'exploration, de la découverte, de l'explication d'univers, des rencontres, de la tension aussi. Bref, l'auteur a vraiment su maîtriser pour une première histoire, pour un premier livre, première parution de sa part, il a réussi à maîtriser l'intrigue, le rythme, la complicité, la dualité des personnages principaux. Il a réussi à maîtriser son univers, à donner ce qu'il faut pour donner de la matière à son monde sans trop mâcher le travail des lecteurs. En plus du fond qui est absolument génial, magistral à mes yeux évidemment, j'ai trouvé que cette édition était absolument très chouette. Je sais qu'il y a une version en hardback, mais j'ai préféré cette version ne serait-ce que pour l'illustration de la couverture que je trouve absolument trop belle. Et donc pour parfaire un petit peu cette édition, on a des dorures, on a des rabats avec quand même une chouette illustration je trouve à l'intérieur, et on a des décorations au niveau de la première page de chaque chapitre que je trouve très chouette, qui rappellent les éléments, les ornements sur la couverture. Et même je trouve qu'entre chaque chapitre, c'était une bonne idée de mettre des petites pages qui expliquent un petit peu l'univers à travers des livres emblématiques. En plus de ça, je trouve que l'auteur ménage très bien ses surprises parce que il y a plusieurs choses que je ne pensais absolument pas voir venir. Je pensais que le fil rouge allait nous occuper sur 2-3 tomes, donc la trilogie, peut-être la tétralogie, je ne sais pas combien de tomes l'auteur avait prévu, mais quelle surprise de voir que ce fil rouge est terminé, mais que dans le fil rouge il y avait des éléments tapis dans l'ombre qui n'attendaient que la révélation finale pour se lancer. Des bonnes surprises aussi côté personnage, voilà, des choses qui sont pas toujours ce qu'on pense être ou ce qu'on croit être, et ouais, un bon retour à l'enfance, une très bonne histoire, un bon rythme, des personnages captivants, bref. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai pas mal blablaté et je ne sais pas ce que je vais garder ou non au montage. J'espère juste que ça aura un sens in fine. En tout cas, si vous avez envie de découvrir les Whisper Weeks, je ne peux que vous encourager à le faire. Je vais continuer avec une lecture audio. Donc je n'ai pas le livre à portée de main, mais je vous mettrai la couverture par ici. Il s'agit de la bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson, aux éditions Télène et lu par Maud Haro. Mais si jamais vous voulez le format papier, sachez qu'il existe aux éditions Nami. June, bibliothécaire timide et toujours dans le souvenir de sa mère, voit son quotidien bouleversé en apprenant que son lieu de travail va être fermé. Les usagers ne l'entendent pas de cette oreille et vont tout tenter pour la sauver. J'aime énormément le travail éditorial des éditions Nami parce que je trouve qu'il
C'est de la littérature contemporaine générale qui me correspond. On est sur des choses qui sont plutôt cosy, cocooning, on est sur des choses très feel good, sur des titres très contemplatifs, introspection, délicats, très agréables à lire je trouve. Et ce titre me tentait bien parce qu'évidemment on parle d'une bibliothèque, c'est dans le titre, bibliothèque des petits miracles en plus de ça. Et j'aimais bien ce côté personnage principal qui va être affecté par toute une multitude de personnages qui gravitent autour d'elle et qui sont en fait les usagers de sa bibliothèque. Donc le concept, le pitch de base me parle évidemment. Tous ces éléments mis bout à bout ont fait que j'ai fini par craquer et découvrir ce titre en livre audio, et je ne regrette pas, c'est une bonne expérience auditive. Moi j'ai pas mal aimé ce titre. Certes, on n'est pas sur le coup de cœur, mais on n'est pas non plus sur une lecture mitigée ou une mauvaise lecture. On est vraiment sur une bonne lecture sympathique qui moi m'a fait du bien. J'aime beaucoup les personnages secondaires. Je les ai trouvés vraiment fascinants, intéressants, bien développés, avec chacun leur personnalité, leur façon d'être, leurs répliques. Un ton particulier aussi, et la narratrice a parfaitement fait son travail pour donner un peu de matière et de corps à ces personnages. Donc ouais, les personnages secondaires sont vraiment géniaux et méritent le détour. Et si j'ai kiffé les personnages secondaires, ça a été moins le cas du personnage principal, celui de June, où j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier dans un premier temps. Il va falloir attendre les quelques changements opérés pour commencer à m'attacher au personnage, mais c'est vrai que je la trouvais très effacée, vraiment beaucoup trop effacée à mon goût. Et même la petite romance qui s'installe entre elle et un autre personnage m'a laissé plutôt sur ma faim et pas, ça m'a pas hypé de fou. J'étais beaucoup plus intéressée par le sort de la bibliothèque. Je vous rassure, si vous n'êtes pas romance, la romance elle prend même pas 10% de l'histoire. Donc clairement, c'est pas une romance au sens stricto sensu du terme, mais on est plutôt sur un roman feel good contemporain. Ça se passe en Angleterre en plus de ça, donc j'ai beaucoup aimé les références, l'ambiance du récit, les personnages secondaires comme je vous ai dit. C'était délicat, c'était très sympathique, c'était plutôt drôle aussi, il y a des très bonnes trouvailles en matière d'humour et de répliques. Donc une bonne petite lecture sympathique. Si jamais ça vous tente ce genre de lecture, vous pouvez essayer avec le format audio parce que ça pourrait être une belle découverte. On va sortir de la littérature adulte et du livre audio pour aller du côté du livre jeunesse et d'un album qui s'intitule Bonne chance Bob. Bonne chance Bob. Mais vous aurez compris qu'on est sur un livre-jeu, un livre double lecture, puisqu'on a deux salles, deux ambiances. D'un côté vous avez Bonne chance Bob, qui est voilà, plutôt vénard, pour qui tout se passe bien, la vie est belle, tout est rose, tout est bien qui finit bien. En revanche de l'autre côté, Bob, pas de chance, a, comme qui dirait, la poisse. Il lui arrive toujours plusieurs bricoles, c'est pas toujours réjouissant. Et les deux vont se rencontrer. Alors pas physiquement, mais les deux en fait vont vivre chacun leur vie dans leur coin. Mais il semblerait que des petits détails, des petites choses, ça et là, viennent s'entremêler, se précéder, se succéder. Au fond, ça va être un jeu sur la chronologie, puisque vous allez voir que les deux personnages vont avoir une vie un petit peu entremêlée, et c'est le but de cet album jeunesse, de pouvoir jouer avec les deux personnages. C'est un album jeunesse que l'on doit à Sergio Lerla, à Anna Lartitegui et à Arnaud Boutin aux éditions Sans Dessus Dessous, et c'est la maison d'édition qui me l'avait envoyé via une masse critique Babelio. Et au fond du fond,
J'ai beaucoup aimé, mais il lui manque un petit truc en plus pour que ce soit vraiment parfait et captivant, voire même complètement audacieux et hyper sympathique. Alors certes, j'ai adoré le côté de salle de ambiance, le fait de jouer avec la chance, la malchance. On a là tout un univers qui est truffé de références à la chance ou à la malchance. Et ce jeu de chance-malchance, on le voit énormément dans les références qu'il y a dans le texte, mais aussi dans certains petits détails des illustrations, peut-être avoir des trèfles à 4 feuilles, peut-être plus des chats noirs du côté de Bob, pas de chance, enfin ouais. Il va y avoir comme ça plusieurs petits éléments qui permettent d'étoffer un peu cet univers de chance et malchance. Et je trouve aussi que le concept est ultra bien fichu en matière de référence, d'écho d'une temporalité à une autre. C'est-à-dire que dans le côté Bob pas de chance, on va voir à plusieurs reprises Bob de la chance dans un coin du décor, ou alors Bob qui n'a pas de chance va faire une action et on va voir du côté de Bob qui a de la chance que cette action qu'a fait son rival entre guillemets a des conséquences. Donc en fait ce jeu de ping-pong, de navette à faire va pas mal occuper les enfants parce que ça permet aussi de jouer sur la chronologie des faits. Ça va être aussi un petit jeu de Où est Charlie parce que l'idée va être de trouver dans chaque recoin de la page Bob qui n'a pas de chance quand on lit Bob de la chance. Et quand on lit Bob qui n'a pas de chance, on va essayer de chercher où est celui qui est chanceux. Donc j'ai beaucoup aimé le côté un peu livre-jeu, à manipuler dans tous les sens, parce que ça va plaire énormément aux enfants et au lectorat visé. Ça permet aussi d'avoir un chouette temps parent-enfant, puisque du coup, forcément, un adulte peut être derrière pour compléter un petit peu, pour lire l'histoire, pour chercher les petits détails, les petits recoins auxquels on n'aurait pas pensé, pour trouver les liens entre ces deux histoires, puisque in fine il y a quand même deux histoires en une. Et ce qui m'a moins captivée, ce que j'ai trouvé moins un peu dommage, c'est que j'ai eu cette impression de fin bâclée. Au fond, j'ai trouvé que les deux histoires partaient très bien, j'étais captivée, j'étais bien dedans. Certes, le texte est un peu dense pour une lecture jeunesse, pour un lectorat plus petit, donc on serait peut-être plutôt sur du 7-9 ans. Et puis la fin a complètement coupé de manière assez brute de pomme, je dois dire. Et je me retrouve avec une fin qui est résumée à une double page commune aux deux histoires, qui est comme un poster puisqu'il faut ouvrir en fait les deux rabats pour avoir la fin. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça manque clairement de texte. Là où le texte est ultra bavard pendant toute l'histoire, quand ça cut brutalement, vous avez la fin expédiée en quelques bulles, en quelques cases illustrées. Et ouais, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait mérité le même traitement de bout en bout aurait été parfait. Pour ce qui est des illustrations, même si c'est pas le style graphique que j'affectionne le plus au monde, j'ai trouvé qu'il marchait à merveille dans ce type d'histoire, puisque les couleurs sont pétillantes, elles sont péchues. Même pour Bob qui n'a pas de chance, je trouve que les couleurs sont bien choisies. C'est un style graphique qui marche avec un cerné qui est assez prononcé, mais moi j'aime bien. C'est vif, c'est coloré, c'est jovial, c'est bourré, truffé de petits détails, c'est très agréable à lire, le texte est aéré, la maquette est bien pensée, bref. C'est un très chouette album jeunesse, je trouve, dans son concept, dans son texte, dans ses idées, mais ça manque d'une exécution plus poussée, raffinée, aboutie, à mes yeux. Et le style graphique, et évidemment, ça c'est l'appréciation de tout à chacun. Moi perso, si j'en suis pas une ultra fan, je trouve qu'il fonctionne parfaitement avec l'univers exploité. Si jamais il vous tente, n'hésitez surtout pas
à le découvrir parce que je le trouve plutôt cool. Je vais enchaîner avec une bande dessinée que j'ai empruntée à la médiathèque et donc pareil, vous vous doutez de ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas à proprement parler. Il s'agit des Royaumes muets de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza aux éditions Oxymore. Perséphone est confrontée au monde des morts et à la faucheuse le jour où son voisin rend l'âme. Se retrouvant avec un fantôme désemparé et deux squelettes collecteurs de soupirs, elle va vivre une aventure inoubliable. On a une bande dessinée qui sur le plan visuel est absolument magnifique, je trouve. Les lignes, les couleurs, les expressions, le design des personnages, les planches, la composition de ces planches, tout est fait pour être magnifique, soigné, travaillé et surtout donner cette ambiance gothique qui est parfaite pour l'automne, parfaite pour Halloween. Le quatuor de personnages est très attachant, très sympathique à suivre je trouve, mais ce quatuor fonctionne à merveille, c'était prenant à suivre et surtout ça donne des répliques qui font mouche, il y a des situations absolument rocambolesques et déjantées, donc j'ai vraiment adoré les personnages principaux de cette bande dessinée, même si je pense que ce qui ressort le plus de ma lecture et de mes notes, c'est que l'alchimie fonctionne, l'univers fonctionne, la mythologie est incroyable, elle est vraiment très travaillée autour de la mort, ce qui n'est pas évident dans la littérature jeunesse, mais on a un côté un petit peu, les squelettes, les fantômes, la faucheuse, il y a quelque chose de l'ordre du frissonnant, mais pas trop gore, puisque c'est quand même une bande dessinée jeunesse ado, donc on est sur ce travail délicat fait pour donner une ambiance particulière au récit sans trop aller loin dans l'horreur. Cependant, le mais qui me reste sur le bout de la langue, c'est que cette bande dessinée est un one-shot, donc on a une histoire complète, mais l'univers et les personnages, pour moi, méritaient un petit peu plus de développement, un petit peu plus de matière, ouais, ça aurait peut-être mérité une suite, ou peut-être pas forcément avec les mêmes personnages, en tout cas la petite fille et l'esprit, mais peut-être que les deux squelettes et cet univers autour de la faucheuse et de ce royaume souterrain auraient mérité peut-être un deuxième volet, quelque chose d'indépendant par rapport au premier, mais qui permet de creuser un petit peu plus les deux squelettes, leur vie, leur personnalité, leur amitié aussi, et de creuser cet univers qui est, ma foi, assez réussi et captivant. Moi j'ai beaucoup aimé et je ressors de cette lecture enthousiaste, conquise, mais avec ce côté j'aurais aimé en avoir plus. Un jour, peut-être, avoir un petit tome de une autre aventure autour de cet univers qui, à mes yeux, mérite plus. Autre lecture parfaitement automnale que j'ai à vous présenter dans cette date lecture, il s'agit du second tome de Cursebreakers qui s'intitule Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kéméraire aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, mais sachez que le grand format est disponible aux éditions Rajo. Je ne vais pas, pour des raisons évidentes, vous faire un résumé du tome 2, ce serait hyper pas sympa de ma part, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette série ou n'ont jamais lu le tome 1, donc je vous laisserai découvrir cette histoire. En tout cas, moi je vais juste dire qu'on est dans un univers de fantasy, que cet univers de fantasy, il y a une espèce de, on va dire, de porte où on peut y accéder depuis le monde des humains, donc le nôtre en fait, puisque Harper, c'est comme ça qu'elle débarque à Amberfall, puisque c'est le nom du royaume en question. Et quand je dis qu'elle débarque, c'est pas vraiment de son plein gré, puisqu'elle a été enlevée par le lieutenant Grey, qui cherche désespérément la personne qui pourra vaincre la malédiction dont souffre son prince, le prince Reine. Et donc le tome 2 étant la suite
direct du tome 1, je m'arrêterai ici. Pour faire un rapide résumé de ce que je pense du premier tome, je l'ai beaucoup aimé. C'était même un coup de cœur au moment de sa lecture. Et j'ai beaucoup aimé le tome 2, je l'ai même préféré au tome 1, puisque je trouve que les défauts ou les couacs, ou les choses un petit peu dérangeantes, un petit peu piquantes du tome 1 sont quasiment effacées sur le tome 2. Donc je pense qu'on est sur quelque chose, une bonne évolution en tout cas. J'ai beaucoup aimé les personnages dont on suit les pensées durant ce second tome, qui ne sont pas les mêmes que ceux du premier. Donc ça aussi, c'était très intéressant d'avoir d'autres points de vue et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus construit, parce que là, contrairement au premier tome où on faisait la part belle à la romance, ici on a quelque chose d'un petit peu plus punchy, poussé sur le plan politique. Donc c'était intéressant. C'était un deuxième tome que j'ai bien aimé parce que on a un travail beaucoup plus poussé sur les rumeurs, sur la royauté, sur ce qui fait un bon ou un mauvais roi, un bon ou mauvais dirigeant. On a des questions d'héritage, on a des questions... Il y a la guerre qui pointe le bout de son nez aussi. On a des réflexions plus poussées sur l'univers dans sa, on va dire dans sa veine magique, des créatures fantastiques, des peuples très intéressants. C'est pas encore ça sur le développement. Je sens qu'il y a... En fait, je sens que l'autrice a encore de la matière en réserve et peut-être que tout ça va trouver beaucoup plus de finalité, de raffinement, peut-être beaucoup plus d'éléments de croustillant dans le tome 3, qui normalement sort cette année en poche, donc j'ai plutôt hâte de pouvoir le trouver. Toutefois, ça reste une très belle lecture. Moi j'ai adoré, je l'ai vraiment lu en très peu de temps, en plus si je me souviens bien. J'ai bien aimé les deux personnages principaux, j'ai beaucoup aimé les remises en question aussi de certaines choses, de voilà, les thématiques traitées, les sujets développés ou mis en avant. Donc il y a énormément de petites choses qui m'ont fait grave plaisir dans ce second tome. Et je vous ai dit, je l'ai vraiment beaucoup plus aimé par rapport au premier. Je l'ai trouvé plus complet, je l'ai trouvé plus dense, je l'ai trouvé plus intéressant, plus captivant aussi. Donc vraiment hâte de voir où le troisième tome nous emmène. En tout cas, si vous aviez commencé cette série avec le premier tome, sachez que le second pourrait être tout aussi génial. Autre livre qui tombe à pic, puisque me semble-t-il que le second tome est sorti janvier, si je ne raconte pas de bêtises. Et je vais donc vous parler de Gone with the Wind, le premier tome de Pierre Hadary, d'après le roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, et c'est édité aux éditions Rue de Sèvres. Scarlett O'Hara, jeune fille d'une riche famille d'Atlanta, connaît une vie confortable menée au rythme de son caractère audacieux. Lorsque la guerre de sécession débute en 1861, ses repères s'écroulent et de lourdes responsabilités s'imposent à elle. Autant en emporte le vent, c'est un classique pour lequel je suis toujours mi-figue et mi-raisin. C'est-à-dire que un jour j'ai clairement envie de le lire parce que ça fait partie de ces classiques qui m'intriguent, qui me rendent curieuse. Et le lendemain, je me souviens des polémiques, de toute l'encre qu'il fait couler, des questions qu'il soulève. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que mon enthousiasme est très vite douché concernant ce titre. Par conséquent, je me suis dit que la bande dessinée serait une bonne idée pour commencer, pour voir et tâter le terrain, de savoir si ça me plaît ou non, si je suis toujours tentée par le classique ou pas, ou si au fond du fond je vais juste me contenter de cette bande dessinée. En tout cas, si vous avez l'occasion de lire cette bande dessinée, je ne peux que vous le recommander parce que c'est excellent du début à la fin. Je trouve que le travail qui a été fait par Pierre Hadary sur
le découpage, sur les planches, les compositions, sur les couleurs, sur le dessin, sur les personnages ou sur le texte, tout est soigné, précis, fouillé, développé, minutieux. C'est vraiment un excellent travail qui a été fait pour cette édition. Moi j'ai vraiment adoré le personnage de Scarlett, que je trouve audacieux, caractériel mais fascinant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les décors, le travail des ambiances colorées. J'ai adoré le design des personnages, j'ai beaucoup aimé le texte. Donc je pense, euh, dès que ce sera possible d'emprunter le tome 2 à la médiathèque, je vais me jeter dessus. Et je pense, au fond, je trouve que cette bande dessinée me suffira. En tout cas, peut-être qu'un jour je lirai le classique, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Je poursuis l'avancée chronologique de mon carnet et là je dois vous parler d'un titre et je suis vraiment trop contente de l'avoir tiré au sort et j'espère, je croise les doigts pour pouvoir sortir cette vidéo avant la fin de leur campagne Ulule parce que j'aimerais pouvoir vous mettre le lien et que le lien fonctionne évidemment. Je vais vous parler En quête d'un grand peut-être de Tom et Nathan Lévesque aux éditions du Grand Peut-être. On a ici de la non-fiction et plus particulièrement un guide du paysage littéraire ado avec l'historique, une liste d'incontournables, des réflexions thématiques, des portraits de personnalités du monde livresque et même des nouvelles écrites par des auteurs, des autrices du monde de la littérature ado. Je trouve qu'on a une maquette qui est soignée. J'avais noté que c'était lisible, aéré, qu'il y a des belles couleurs pour marquer les différentes sections. J'ai trouvé qu'il était hyper complet, les données sont bien sourcées, c'est facile, accessible à lire, c'est pertinent, c'est bien pensé en matière de texte qui lui est complet, soigné, parfait. On a une liste d'incontournables qui est vraiment très intéressante et qui permettent aussi de découvrir la littérature ado et donc de renforcer grandement sa wishlist. Donc on sent que les deux frères ont vraiment fait un important travail pour fédérer autour d'eux des spécialistes de la littérature jeunesse, des auteurs, des autrices pour écrire des textes, des nouvelles qui sont vraiment très chouettes. Moi j'ai adoré la diversité des plumes qu'ils ont su regrouper dans cet ouvrage et j'ai trouvé que cette diversité de plumes permettait de mettre à l'honneur la richesse de la littérature ado. Ce premier opus est hyper intéressant dans le sens où on parle beaucoup de diversité, d'inclusivité, des sensitive readers, toute la présentation de la sphère, on va dire, blog, YouTube, les réseaux sociaux. Donc vraiment, si vous aimez la littérature jeunesse adolescent, je peux que vous recommander de prendre ce livre parce que ça fait partie, avec les livres de Sophie van der Linden sur la littérature jeunesse, de ces livres qui sont parfaits pour comprendre la littérature dans laquelle on souhaite s'illustrer, parce qu'in fine ce sont à la fois des ouvrages pour les passionnés, les amateurs, les curieux de cette littérature-là, mais aussi en tant qu'auteur, autrice, c'est hyper intéressant d'avoir de la matière pour se plonger dans ce type de récit. Et je profite de cet aparté pour vous dire que Tom et Nathan ont sorti récemment leur Ulule pour le tome 2 et que vous avez la possibilité de pouvoir prendre le premier en même temps. Je vais avancer avec une lecture de 2025. Oui, vous avez parfaitement entendu. Il s'agit d'un roman, notamment d'un policier slash thriller, puisqu'on est sur Sherlock Holmes et les trois terreurs d'hiver de James Lovegrove aux éditions Bragelonne. En 1889, un élève est retrouvé noyé au cœur des marais du Kent. En 1890, un homme fortuné succombe à une crise cardiaque. En 1894, un cadavre mutilé est retrouvé dans un manoir du Surrey. 3 crimes à élucider pour Sherlock Holmes. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge
Et ça faisait un bout de temps que je lorgnais dessus. Je l'avais déjà cité dans d'autres Cold Winter Challenge sans jamais m'arrêter dessus. Et là cette année c'était la bonne. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque et je regrette vachement pas. Parce que ça a été une très bonne surprise. Ça m'a donné vraiment envie de lire les autres romans autour de Sherlock Holmes que l'auteur a pu faire. Il y en a qui sont indépendants comme celui que je suis en train de vous présenter. Et il a fait une série qui elle est peut-être un petit peu plus horrifique puisque c'est Sherlock Holmes qui rencontre un peu Cthulhu. Donc si vous connaissez la mythologie Lovecraft autour de Cthulhu, je pense que vous devez vous douter un petit peu de l'ambiance générale de la série. Je sais pas si un jour je m'y frotterai. En tout cas, les deux autres opus qui sont bon an mal an, un petit peu comme celui-ci, m'intéressent déjà davantage. On a donc 3 nouvelles qui manifestement paraissent déconnectées les unes des autres, mais ces 3 nouvelles ont un fil rouge que je vous laisserai bien évidemment découvrir, puisque je vais quand même pas gâcher la surprise, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien joué de la part de l'auteur de faire 3 énigmes où on sent qu'il y a des personnages récurrents ou des thématiques récurrentes, mais on ne trouve pas vraiment le fil rouge, le lien précis avant vraiment que ça nous saute aux yeux. Et donc j'ai beaucoup aimé la manière dont ça s'est agencé, l'écriture de l'auteur qui est absolument parfaite pour donner une ambiance très Holmes et très victorienne à son récit, avec quelque chose d'un petit peu plus moderne, accessible, donc fluide aussi à lire. Donc ma foi, une très bonne surprise parce que j'ai adoré suivre les aventures de Sherlock Holmes et de Watson. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la relation entre les deux personnages qui est plutôt saine et agréable à lire. On sent pas vraiment ce côté un petit peu, on va dire, égo surdimensionné d'Holmes à l'égard de Watson. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la complémentarité entre les deux. J'ai bien aimé le fait que Watson a aussi son importance dans ce récit. Le personnage est passionnant et vraiment très touchant, je trouve. Des 3 histoires, celle que j'ai préférée, la seconde. La troisième m'a paru un petit peu longuette, je vais pas vous le cacher. Mais dans l'ensemble, une très bonne surprise, avec une plume parfaite pour ce type de récit. Dernier livre de cette update lecture, il s'agit d'une relecture. À la toute fin d'année, je me suis dit que ça serait super cool pour terminer 2024 de relire 10 ans plus tard l'histoire sans fin de Michael Ende aux éditions Hachette. Allongé dans le grenier poussiéreux de son école, Bastien s'évade entre les pages de sa dernière trouvaille. Un vieux livre aux belles images volé dans une boutique. Il raconte une histoire pas comme les autres, une histoire sans fin. Celle du pays fantastique où vivent des créatures étranges. Elfes nocturnes et escargots de course, loups-garous et dragons sont menacés par un mal mystérieux qui efface tout sur son passage. Bastien le comprend très vite, même Atreyu, le héros sans peur qu'il aime tant, n'a pas la force d'arrêter le néant. Un seul être est capable de sauver le pays fantastique. Un enfant des hommes, venu d'un univers au-delà des frontières. Un enfant qui n'est peut-être pas si loin que ça. L'Histoire sans fin, c'est un classique de la littérature jeunesse et un classique de littérature allemande, qui à ce jour a été traduit dans plus de 45 langues et adapté au cinéma. Il y a même eu une série animée, je crois. Et manifestement, c'est dans les tuyaux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne actuellement, puisque c'était murmuré l'année passée. Mais il se pourrait que l'Histoire sans fin refasse surface, puisque il se murmurait qu'une adaptation allait poindre le bout de son nez, soit cinéma, soit série, mais en tout cas, c'était dans les tuyaux. En tout cas, ce livre, je l'ai reçu quand j'étais partenaire chez Hachette. Donc ça date, puisque ça date de sa sortie à ce livre qui est de 2014, très exactement. Donc j'étais refaite parce que c'est un classique qui m'interpellait, qui m'intéressait, m'intriguait. J'avais beaucoup aimé le dessin animé qu'il y avait dessus quand j'étais plus jeune, mais j'avais jamais vu les films. Encore aujourd'hui, j'ai jamais vu les films.
mais j'avais vraiment hâte de lire ce livre qui a été un très gros coup de cœur à sa lecture, et aujourd'hui c'est encore un de mes livres préférés, à côté du Petit Prince ou encore d'Orgueil et Préjugés. Donc c'est un livre qui me tentait de relire parce que ça fait quand même 10 ans que je l'avais lu, et je voulais voir avec voilà, un œil un petit peu plus frais, un petit peu plus moderne, qu'est-ce que ça donnait en termes de relecture. Est-ce que j'allais être toujours fan de cet univers, ou au contraire j'allais pas aimer cette relecture. C'est toujours un petit peu, j'allais dire un peu un défi quand on fait une relecture, ça passe ou ça casse. C'est passé. J'ai même davantage aimé par rapport à ma première lecture parce que déjà la surprise de retrouver les personnages, de redécouvrir l'histoire en me disant j'ai eu le temps un petit peu d'oublier les subtilités et les détails. C'est un univers qui est fascinant, qui est foisonnant. C'est vraiment l'ode à l'imaginaire, à l'imagination, à l'enfance. Voilà, il n'y a pas à dire. On a de l'aventure, on a de l'action, on a des péripéties, on a beaucoup de thématiques, de sujets à aborder à travers cette histoire, et on a de la fantaisie, somme toute classique, puisqu'on a le bien contre le mal, sachant que le mal n'est pas caractérisé puisque c'est le néant, donc c'est quelque chose un peu plus frissonnant quelque part, parce qu'il n'y a pas de visage à ce mal qui ronge le pays fantastique. Très intéressant de remettre mon nez dedans, de redécouvrir les personnages, de relire cette histoire, de revoir tous ces peuples, ces créatures enchantées. Donc ouais, une bonne surprise, une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé retrouver Bastien, j'ai beaucoup aimé le caractère audacieux de l'auteur, puisque il y a quand même pas mal de petits twists scénaristiques, notamment autour de Bastien, qui est assez audacieux pour de la littérature jeunesse pour l'époque, parce que c'est quand même un classique qui date des années 70 je crois maintenant. Faire un tel twist à cette époque, ça devait être assez incroyable. Et encore qu'aujourd'hui, je trouve que ce que l'auteur a fait avec Bastien n'a jamais été, en tout cas moi de mon parcours de lectrice, je ne l'ai jamais revu ailleurs. Donc à ce jour, pour moi, ce qui est arrivé à Bastien est unique, pas seulement pour l'univers et le caractère haut en couleur de la rencontre Bastien avec les créatures du pays fantastique, mais juste pour la destinée de Bastien elle-même. En plus de ça, le travail éditorial fait sur cet objet livre est magnifique. On a très clairement du bleu, du blanc, du noir, et ces trois couleurs se retrouvent à l'intérieur même de l'ouvrage, puisque le texte qui se passe au pays fantastique est en noir, là où le texte qui se passe dans notre monde est en bleu. Vous l'aurez deviné que les pages sont blanches, évidemment, et on retrouve ce code de couleurs, par exemple pour présenter chaque chapitre, et on le retrouve aussi dans les décorations qui ornent la première page de chaque chapitre. Et ce qui me fascine, c'est que l'auteur a vraiment pensé son histoire pour faire 26 chapitres. Chaque chapitre commence par une lettre de l'alphabet. Donc là, vous avez pour le premier à minuit, puis pour la lettre B, vous allez avoir bien des délibérations, ainsi de suite jusqu'à la lettre Z. Donc c'est pensé, réfléchi pour être un objet livre à part entière, autant sur le fond que sur la forme, une aventure unique, un univers qui est absolument inoubliable, une histoire qui est impressionnante et qui est toujours aussi captivante bien des années plus tard. La subtilité de ma relecture fait que je me suis rendu compte de un aspect théologique qui ne m'avait pas sauté aux yeux il y a 10 ans. Alors peut-être parce que entre temps j'ai lu pas mal d'ouvrages sur Narnia, Tolkien, sur tous ces auteurs en fait de ces années 50-60 qui sont pas mal marqués aussi par des incursions théologiques. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de références, bien qu'elles soient un
peu comme Tolkien, très dilué, c'est très en sous-texte, c'est très infusé je trouve, mais c'était quand même assez fascinant de voir cet aspect là qui me saute aujourd'hui bien plus facilement aux yeux qu'avant. Si ce livre vous tente, je ne peux que vous le recommander parce que ça reste quand même une très belle histoire, audacieuse, envoûtante, charmante, captivante, fascinante, bref. Tous les adjectifs possibles, ça reste mon coup de cœur, un de mes livres préférés. Donc, si la curiosité vous pousse à aller du côté de cet univers, je ne peux que vous le recommander. Ainsi s'achève ce premier update lecture de l'année 2025. J'espère que ce que j'ai dit avait un petit peu d'allure et que ça ne sera pas trop laborieux à écouter. J'espère que ces 13 livres, il me semble, que je vous ai présentés vous intéresseront aussi. Peut-être que vous les avez déjà lus, peut-être pas, peut-être que vous les avez aimés ou pas du tout. Peut-être qu'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire. Bref, n'hésitez absolument pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire un petit peu vos retours sur ce que vous avez pensé de ces titres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à celles et ceux qui vont la partager, la liker, la commenter et aussi à regarder les liens sous la vidéo, non seulement pour voir les titres listés, mais aussi pour aller voir du côté de la campagne Ulule de Tom et Nathan, ou encore si vous voulez découvrir mon profil Instagram ou Wattpad ou Fixia. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre cupcake personnalisé. Je vous laisse découvrir tout ça sous la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!